Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Fais les valises, on rentre à Paris. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Je dynamite. Notre route est droite, mais la pente est forte. Je disperse. Je ventile. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Win, the yes needs a no to win. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Je vous demande de vous arrêter. bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Au revoir. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, un numéro spécial cette semaine. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Spécial car cette semaine, je ne reçois pas le maire d'une commune, mais une femme politique connue de tous, Christine Boutin. Bonsoir. Bonsoir. Avec elle, on parlera naturellement du mariage pour tous, mais également de la place de la femme dans notre société. Et tout de suite, le portrait de notre invité. L'Hebdo Politique. C'est en 1977, dans le département des Yvelines, que Christine Boutin entame sa carrière politique. D'abord conseillère municipale puis maire d'Ophargis, conseillère générale des Yvelines, conseillère municipale puis adjointe au maire de Rambouillet, elle est élue députée pour la première fois en 1986. Un peu plus de 10 ans plus tard, en novembre 1998, la députée des Yvelines devient la figure de proue des antipax et s'illustre par un discours de 5h30 dans l'hémicycle. Qu'est-ce que l'homosexualité ? L'impossibilité à pouvoir atteindre l'autre dans sa différence sexuelle. Le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, passe alors à l'attaque. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Touchée, Christine Boutin s'effondre en pleurs. Hilarité sur les bancs des ministres féminins. Se ressaisissant, la députée UDF descend affronter le Premier ministre. Arrêtée par les huissiers et ses amis, elle invective Lionel Jospin et sort folle de rage. Voilà Christine Boutin un peu malgré elle sous le feu des projecteurs. Propulsée sur la scène médiatique, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Elle défend sans relâche les valeurs familiales et sociales. Catholique, elle se réclame de la droite humaniste. Ses convictions la pousseront à se présenter à la présidentielle en 2002. Mes chers compatriotes, La présidente du Parti chrétien-démocrate recueille moins de 2% des voix. à bientôt. En 2007, elle renonce à se présenter et se range aux côtés de Nicolas Sarkozy, Prends-toi en main, c'est ton destin. ce qui lui vaudra d'être nommé ministre du Logement. Nous proposons que tout le monde, en tous les cas les revenus modestes, puissent accéder à la propriété. En 2012, elle se déclare candidate, Je suis candidate à l'élection présidentielle. avant finalement de jeter l'éponge. Christine Boutin est une femme de combat. Je préfère mourir pour une cause que vivre pour rien. Opposée à l'avortement, à l'euthanasie, au pax et au mariage homosexuel, radio et télévision la courtisent. Madame Boutin n'a pas pour habitude de manier la langue de bois, quitte parfois à frôler le dérapage et à déchaîner les critiques. Et la mode, c'est les gays. Bon, très bien. Alors, on est envahi de gays. Christine Boutin est ce que les journalistes appellent une bonne cliente. Elle ne se défile jamais pendant une interview. Elle répond à tout, sans tabou et avec le sourire. Est-ce bien moral, en ces temps de crise, de gagner 18 000 € net par mois de l'argent public ? Chère madame, j'aimerais que vous posiez la question à bien d'autres personnes qui n'ont pas mon niveau de responsabilité. Dis donc, tu viens pas aux soirées là? Il faudrait quand même pas que votre combat contre le mariage gay laisse penser aux gens que vous refusez le sexe, Christine. Écoutez, j'aime le sexe. Avec son franc-parler, Christine Boutin ne laisse pas indifférent. Moi j'aime l'amour qui fait boum. On l'aime ou on la déteste, Fais-moi mal. on la maltraite, on l'attaque même, sans ménagement. Madame Boutin, vous qui êtes mariée avec votre cousin Germain, vous qui n'avez pas de problème avec l'inceste entre adultes, il faut dire ce qui est, ça s'appelle comme ça ne vous dérange pas de vous y mixer dans la vie privée des homosexuels? Moi je ne vais pas faire des manifestations pour les adultes incestueux consentants entre eux. Non. Vous comprenez mon point de vue? Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte ? Non mais franchement, est-ce que vous vous Boutin. rendez compte de l'insulte que vient de me faire ce monsieur ? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Faut rigoler, faut rigoler.
Les humoristes, eux, se moquent, la critiquent, la brocardent et l'égratignent. J'ai été aspergé avec de la lacrymogène comme on vide du bégon sur un cafard. Je me suis évanoui, j'ai perdu connaissance, j'ai frôlé la mort, monsieur Ruquier. Longtemps, Madame Boutin, j'ai eu de l'indulgence pour vos boutinades. Je me disais, oh, elle l'a pas fait exprès, elle réfléchit pas à ce qu'elle dit, elle se rend pas compte, la pauvre, tout le monde lui tombe dessus. Depuis que Nadine Morano a pris sa retraite, mais ce matin, je vous le dis, je me sens vraiment, totalement envahie par la bêtise de Christine Boutin. Je n'ai pas changé. Mais contre vents et marées, malgré les noms d'oiseaux et les surnoms peu flatteurs dont elle se voit affublée, la bigote qui radote, mère fouettard, passionnariat de droite, la paroissienne, Christine Boutin reste fidèle à ses convictions, n'en déplaise à ses détracteurs, qui ne la feront jamais changer d'avis. À bientôt. L'hebdo politique. Alors, pendant ce portrait, je vous voyais rigoler. Est-ce que ces surnoms qui vous ont été prêtés, ça vous vexe ou alors justement vous avez à prendre du recul là-dessus? Non, je crois qu'il faut toujours garder un peu de dérision par rapport à soi-même, parce que sinon on s'en sort pas, surtout quand on est constante par rapport à ses convictions, que ces convictions ne sont pas obligatoirement dans la mode, même si elles le deviennent de plus en plus. Moi, l'avantage de mon âge me permet d'avoir du recul et de me rendre compte que ce qui était impossible à dire, vous savez, le mot famille par exemple, en 1986, quand j'ai été élue la première fois à l'Assemblée nationale, le mot famille ne pouvait pas être prononcé dans l'hémicycle. Donc, bien sûr, le mot famille est maintenant prononcé. On ne sait pas de quelle famille on parle, mais on parle quand même de la famille. Donc, il faut savoir regarder du recul par rapport à soi-même et sourire de soi-même toujours. Prendre les choses sérieusement, mais sourire de soi-même, je crois que c'est important. Je l'ai dit dans votre portrait, vous étiez opposé en 1998 au PACS, c'est-à-dire le Pacte civil de solidarité. 15 ans plus tard, vous êtes toujours contre? Bien sûr. Toujours sûr. Oui, puisque le PACS c'était la première porte qui allait vers le mariage homosexuel. Vous savez, en politique, c'est comme partout, il y a une logique de situation. Et à partir du moment où on faisait un statut particulier pour les homosexuels, ce n'était pas suffisant, il fallait aller vers le mariage. Moi, j'étais favorable pour qu'on rétablisse l'égalité de droit entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, mais on n'était pas obligé de créer un statut. Le PACS, c'est un statut particulier pour les homosexuels. Donc dans 15 ans, Christine Boutin sera toujours contre le PACS et donc toujours contre le mariage pour tous. Bien sûr, mais évidemment. Mais il n'y en aura sans doute plus de mariage pour tous à ce moment-là, il n'y en aura plus. Enfin, avant de passer au Money Time, j'ai rappelé votre parcours lors des précédentes présidentielles. Candidate en 2002, soutien de Nicolas Sarkozy en 2007 puis 2012. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous ferez en 2017 ? Je soutiendrai le prochain candidat qui viendra sans doute du Parti chrétien-démocrate et qui sera le président de l'époque. Cette fois-ci, pas de soutien à l'UMP. Ça sera le Parti chrétien-démocrate, bien sûr. Mais on verra en 2017, c'est loin, vous savez. L'hebdo politique, le Money Time. Et on débute cette émission comme chaque dimanche avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, apprendre à vous connaître tant sur le plan politique que personnel. On va tester également vos connaissances. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Qui représente selon vous le mieux l'opposition à droite aujourd'hui ? Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-François Copé ou Marine Le Pen ? Nicolas Sarkozy. Vous êtes candidate aux élections européennes de mai prochain. On va voir si vous avez bachoté. Combien de pays appartiennent aujourd'hui à l'Union européenne ? 28. Et donc, quel était le dernier pays à avoir adhéré à l'Union ? Je ne sais plus. C'est la Croatie. Ah oui, c'est vrai. Allez, on vous met 10 sur 20. Siffler un président de la République un 11 novembre, le jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale, vous trouvez ça choquant, vous ? Je n'ai pas fait partie de ceux qui ont sifflé. Je ne trouve pas ça correct. Mais vous savez, aujourd'hui, on est dans une telle situation. Il n'y a plus de limites. Plus personne n'a de repères. Donc, tous les verrous sautent. Même le respect le plus élémentaire. Donc, c'est plutôt la traduction d'un pays qui va très mal, je trouve, et qui a perdu tous ses repères. Est-ce que la Citroën Visa, c'était une bonne voiture ? Oui, c'était une très bonne voiture. Je l'ai eu pendant très longtemps. J'étais très fidèle à Citroën. Maintenant, j'ai une C4 qui a déjà 5 ans, qui a déjà eu plusieurs fois la révision. Pour la petite histoire, on peut retrouver sur le site de l'INA une vidéo de vous qui date de 1986, lors de la campagne pour les législatives dans les Yvelines, où on vous voit au volant de votre Visa, justement. Pourquoi vous êtes-vous engagée en politique, Madame Boutin ? Parce que j'ai comme beaucoup, j'avais et j'ai toujours le goût de servir. Et on peut servir de tout un tas de façons, une infirmière, un médecin, un juriste. Et moi, j'avais envie de servir dans une collectivité territoriale.
en étant élu local, mais surtout pas de parti. Quand je me suis présentée en 77 à Haut-Fargis, je n'appartenais à aucun parti politique, je n'étais pas dans une association de parents d'élèves. Tourner vers les autres et servir les autres. Justement, est-ce que vos convictions religieuses, notamment, n'auraient pas été plus utiles au sein d'actions sur le terrain, vraiment au plus près des gens, c'est-à-dire en dehors de la politique? En 77, j'étais catholique, bien sûr, mais j'étais catholique de culture. Et en fait, c'est la politique qui m'a convertie. Je me suis vraiment convertie au catholicisme dans le sens du retournement et de l'adhésion au Christ en 88, à partir du moment où j'ai vraiment fait de la politique. Christine, vous êtes mariée en 1967 avec Louis Boutin. Lorsque vos détracteurs vous attaquent sur votre mariage avec votre cousin Germain, ça vous blesse? Ça vous met en colère? Oui, parce que je trouve que c'est parfaitement déplacé de sous-entendre ce qu'a dit ce monsieur du reste tout à l'heure. Qu'on a entendu sur le portrait, oui. Oui, laisse sous-entendre des mœurs qui sont dépravées. Je suis désolée. À la fois la République ne fait aucune restriction par rapport au mariage entre cousins germains et l'Église non plus. À partir du moment où on a l'autorisation que j'ai eue, bien sûr, à l'époque, c'est une simple formalité. Donc ça suffit, je veux dire. C'est tellement facile, mais c'est bête, c'est tellement... voilà. Est-ce que vous pensez d'abord, quand on vous attaque là-dessus, à vos enfants? Vous en avez 3, Loïc, Armel et Pierre-Yves. J'ai des petits-enfants aussi maintenant. Oui. Bien sûr, si vous voulez, dans ces attaques, encore quand ce monsieur se permet de mettre en exergue mon mariage avec mon cousin, en fait, ça nous concerne tous les deux, mon mari et moi. Et quand je vois mon mari, je ne vois pas mon cousin, je peux vous l'affirmer. mais là, ça ne touche pas trop mes enfants. Mais parfois, sur Twitter, vous savez, je suis une grande adepte de Twitter. Oui, justement, j'allais le dire. Eh bien, on attaque mes enfants en disant, en laissant entendre la consanguinité, etc. Mais c'est véritablement scandaleux. Quand on parle de l'histoire de la banane avec Madame Taubira, eh bien, moi, je dis que je me sens aussi insultée. Il y a autant de racisme vis-à-vis de mes enfants quand on prétend des choses pareilles. Justement, les réseaux sociaux servent malheureusement souvent de défouloir. Vous êtes, vous l'avez dit régulièrement, la cible d'internautes. Vous avez eu d'ailleurs un échange sur Twitter avec Cécile Duflot, la ministre du Logement, à ce propos. Est-ce qu'il faut plus de contrôle selon vous, ou alors il faut arrêter de tweeter tout simplement? Non, moi je trouve que Twitter est vraiment un réseau et un moyen de communiquer formidable parce qu'il est très rapide, il est sur le moment et il est dans la vérité, il est dans la vie, il est dans la vie. Moi j'aime la vie, hein, et donc c'est dans la vie. Alors effectivement, on est très limité, il y a 140 signes, donc c'est très court. Donc il faut synthétiser sa pensée, donc parfois ça peut être un peu hard, mais moi j'aime beaucoup Twitter. Du reste, je ne fais plus Facebook maintenant, je ne suis plus du tout sur Facebook, je fais uniquement Twitter. Alors, dernière question, un peu plus décontractée, quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Ah, si vous saviez, c'est un vieux film que j'ai vu la semaine dernière à Naples, qui s'appelle Le Facteur, avec Philippe Noiret, et qui est l'histoire d'un poète et de l'amitié entre un grand poète italien et un facteur. C'est un très, très beau film. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cette hebdo politique, le mariage pour tous, c'était il y a un peu plus d'un an, le 7 novembre 2012. Le projet de loi ouvrant le mariage pour les personnes de même sexe était adopté en Conseil des ministres. S'en sont suivis de nombreux événements, manifestations monstres, combats législatifs durant des jours et des nuits, menaces de mort contre le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, interpellation de manifestants. Vous-même, vous avez été victime d'un malaise lors d'une manifestation à cause de gaz lacrymogène. Finalement, la loi a été promulguée par le président de la République, François Hollande, le 18 mai 2012. 11 jours plus tard, le premier mariage gay est célébré à Montpellier. C'était donc il y a 6 mois tout juste. Nous sommes maintenant en novembre 2013. Le combat continue-t-il toujours? Oui, mais bien sûr. Vous savez, cette loi, moi j'avais saisi M. Hollande, M. Ayrault, dès le mois d'août 2012, pour leur dire que ce texte était naturellement un texte profondément révolutionnaire au sens anthropologique des choses, et qu'il fallait absolument que le peuple soit saisi. Même si c'était dans le programme de M. Hollande, c'était naturellement pas pour cela que les Français ont voté pour M. Hollande, et il fallait vraiment reconsulter le peuple, qui est le souverain, devant cette question. Ils n'ont pas voulu. Et à partir du moment où ils ont pris la décision de faire passer ce texte contre tout le monde,
Regardez les 700 000 signatures du CESE. Enfin, c'est vraiment une provocation. Il ne pouvait y avoir que de la tension. Et ce n'est pas fini. Et je vous dis, ça continuera jusqu'à ce que ce texte soit abandonné. Justement, quel est votre espoir aujourd'hui ? La loi ne peut plus être annulée. Tous les recours ont été épuisés. Si, elle le sera. Et pourtant, elle vous tombera. ne baissez pas Elle tombera. C'est quoi votre espoir ? Elle tombera. Je le verrai ou je le verrai pas. Je n'en sais rien. Mais c'est irréaliste. Si le mariage n'a de raison d'exister que dans le cadre de la procréation. Du reste, on sait très bien, il y a un sous-jacent, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, qui n'est pas autorisée pour les lesbiennes, etc., et qui est derrière le mariage en réalité. Pourquoi il a été créé, le mariage, par les révolutionnaires en 1792 ? On peut se poser la question dans un pays qui fait une telle différence, une telle opposition entre vie privée et vie publique. Comment se fait-il que les révolutionnaires ont institué ce mariage civil qui consacre une relation, il n'y a pas plus intime que la relation du mariage? Eh bien, tout simplement parce que quand un homme et une femme venaient devant la République, c'est-à-dire à la mairie, pour dire on veut vivre ensemble et se marier, ils avaient, en contrepartie de la chance qu'ils donnaient à la République de pouvoir perdurer par les enfants qui allaient sans doute venir, eh bien, en contrepartie, l'État protégeait le plus faible. En général, c'était la femme. Donc, c'était ça. Le mariage, c'est lié à l'enfant. Certes, il y a des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ne veulent pas en avoir, mais c'est une minorité. Et si la droite revient au pouvoir en 2017, est-ce qu'il faudra revenir sur la loi autorisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels tout de suite ? Mais évidemment, il faudra le faire. Mais vous savez, on sait tellement loin, mais tout va tomber. Moi, je vous le dis, tout va tomber. Tout va tomber, tout le système va tomber. Une nouvelle révolution ? Je ne sais pas si ça se fera sous forme de révolution. Vous savez, regardez le mur de Berlin, il est tombé du jour au lendemain. Tout le monde a été stupéfait, mais il est quand même tombé. Eh bien, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un système essoufflé. Monsieur Hollande n'y peut rien, même s'il fait beaucoup d'efforts pour que ça tombe plus vite. Mais voilà, je veux dire, c'est plus possible. On ne peut plus continuer dans le système actuel parce que c'est un système virtuel. Comment on fera avec les gens qui sont déjà mariés et qui auront déjà adopté ? Ceux-là resteront mariés. Il y aura une période de vie entre parenthèses, tout comme au moment de la Révolution, il y a eu le calendrier avec le ventose, le niveau, etc. Et puis ça s'est arrêté. Voilà, rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible quand on touche à la réalité. Alors, lors de votre combat, vous n'avez pas hésité à dire, je cite, ce qui est en danger, c'est les droits de l'homme. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez préciser cela ? Parce que ce sont quand même des mots qui sont forts. Bien sûr. Mais parce que ce qui est induit dans le mariage pour tous, c'est-à-dire la non-reconnaissance de la complémentarité de la différence sexuelle, il y a en elle-même, dans cette négation, une atteinte à la réalité humaine. Vous êtes un homme, je suis une femme, et je ne suis pas un homme et vous n'êtes pas une femme. Et donc le fait de pouvoir laisser confondre ou penser qu'on peut décider que moi je vais devenir un homme et vous une femme, c'est toucher à mon identité la plus profonde. L'identité sexuelle, c'est la chose la plus profonde de l'être humain. Mais dans le mariage pour tous, il y avait aussi la question des droits. Les couples homosexuels voulaient les mêmes droits des couples hétérosexuels. Vous répondez quoi là-dessus ? Ils n'ont pas le droit même... Bien sûr que si. Encore une fois, vous pouvez le vérifier. Lors du Pacs, il était tout à fait possible et je l'ai fait, du reste, les amendements n'ont pas été votés et retenus, mais j'ai déposé les amendements qui permettaient de mettre l'égalité de droits, par exemple d'héritage, de sécurité sociale, pour les couples homosexuels qui justifiaient d'un certain nombre d'années de vie commune. On pouvait tout à fait le faire sans créer un statut. C'est la raison pour laquelle je suis contre le Pacs, parce que c'était la première marche vis-à-vis des mariages homosexuels, tout comme le mariage homosexuel est la première marche vis-à-vis de l'adoption pour les couples homosexuels et la gestation pour autrui. Alors, ce qui fait, en définitive, pardonnez-moi, mais la gestation pour autrui, puisque c'est la logique. On va en parler après. Bon, l'homme devient un objet. Alors, au-delà du mariage, il y a aussi la question de l'adoption qui s'est posée, puisque la loi prévoit le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Vous étiez donc farouchement contre également. Selon vous, 2 hommes ou 2 femmes ne sont pas capables d'élever un enfant ? Ce n'est pas une question de capacité. Un homme et une femme mariés peuvent très bien ne pas savoir élever des enfants, et on le sait très bien, mais il n'y a pas de raison, je peux vous renvoyer la question. Est-ce qu'on est sûr à 100% qu'un couple composé de 2 hommes ou de 2 femmes élèvera obligatoirement bien un enfant ? De la même manière, est-ce qu'un homme et une femme sont sûrs Bien sûr. Dans ce cas-là, on ne peut pas... Si, parce qu'en fait, l'enfant a besoin pour se structurer d'avoir un couple de personnes qui soit un homme et une femme pour se positionner lui-même. Ça repose sur quoi ? C'est des choses... Sur la réalité, sur ce que j'ai vécu moi, sur ce que vous avez sans doute vécu. Je l'espère pour vous. J'espère que vous aviez un papa et une maman qui s'occupaient de vous et que vous vous êtes positionné soit en adhésion, soit en refus, suivant les moments vis-à-vis de l'un et de l'autre, et que cette réalité féminine et masculine fait partie de l'identité humaine.
La suite à donner à ce combat contre le mariage et l'adoption pour tous, est-ce que c'est la lutte maintenant contre la gestation pour autrui, la GPA, et la procréation médicalement assistée, la PMA, Moi, qui ne seront pas d'ailleurs... naturellement, je pense qu'on y va directement, je vous l'ai dit. Alors, je pense qu'il faut s'y opposer naturellement, mais moi personnellement, je suis ailleurs, je vais ailleurs. Il va y avoir bien sûr, je soutiendrai les combats qui s'opposeront à la PMA, à la GPA, etc. Mais moi, je ne veux plus de ce système. Je ne veux plus de cette République-là. Je ne veux plus de cela. Donc moi, je suis plutôt rentrée en résistance, voyez-vous. Voilà, c'est tout. Donc, bien sûr, mais ça, on s'amuse là. On s'amuse. Parce que c'est sûr que la GPA va arriver, c'est sûr que la PMA va arriver, puisqu'on a le mariage homosexuel. C'est la logique même de l'institution du mariage. Très bien. Tout de suite, une pause musicale avec Schengen de Raphaël. Sur Sensation. Deuxième thème de cette hebdo politique avec Christine Boutin, la place de la femme dans la société française. Madame Boutin, vous êtes finalement un peu un ovni dans le monde politique français. Vous avez été députée pendant 21 ans, de 1986 à 2007. Un fait rare pour une femme. À votre arrivée à l'Assemblée nationale, il n'y avait que 33 femmes. Elles ne représentaient que 3,7% des députés. Aujourd'hui, en 2013, on a atteint 27% de femmes dans l'hémicycle. Alors, c'est mieux, ce chiffre ne cesse d'augmenter, mais on est toujours loin de la parité qui est souhaitée. Pourquoi, selon vous ? Je pense que, pour différentes raisons, mais je crois que la principale raison, c'est que les femmes sont très réticentes à rentrer en politique et que c'est très compliqué d'arriver à convaincre des femmes à rentrer en politique. C'était ma question justement, vous pensez que c'est parce que les femmes ne veulent pas faire de la politique ou alors parce qu'on ne leur laisse pas la place ? Les hommes ne veulent pas leur laisser la place. Vous savez, moi je ne veux pas rentrer dans l'opposition homme-femme. Je suis pour la différence entre l'homme et la femme, la complémentarité, mais je ne suis pas en opposition. Pourquoi ? Les hommes, vous croyez qu'ils se font des cadeaux entre eux et qu'ils se laissent leur place ? Et vous croyez que les femmes, quand elles sont entre elles, se laissent leur place ? Non, la politique c'est un lieu de pouvoir, d'argent et de séduction. Donc vous ne pouvez pas demander aux femmes de laisser leur place à d'autres femmes. Et pourquoi les hommes, entre eux, qui ne laissent pas leur place aux autres hommes, laisseraient la place aux femmes ? C'est fondamentalement humain. C'est du rêve que de dire, tiens, je suis un homme, puisque je suis un homme, je vais laisser ma place à une femme. Non, les femmes, il faut qu'elles arrivent à conquérir leur siège. Il faut qu'elles s'engagent, il faut qu'elles y aillent, mais pour l'instant, ça commence à venir. Mais c'est assez artificiel. Du reste, moi, je n'avais pas voté la loi sur la parité, parce que c'est scandaleux. À titre de comparaison, la France se situe en termes de représentation à l'Assemblée au 34e rang mondial entre l'Afghanistan et la Tunisie. Que doit-on faire aujourd'hui, selon vous, pour améliorer de tels chiffres ? Il faut que le monde politique... Parlez bien du micro, Christine Boutin. Je vais rapprocher. Il faut que le monde politique soit plus attractif pour l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, vous savez... Les citoyens, ils ne veulent plus tellement entendre parler de la politique, ni que ce soit de droite, de gauche, ou d'extrême gauche, ou d'extrême droite, ou du milieu, ou du centre. La politique n'a plus aucune crédibilité. Donc voilà, les femmes qui sont plutôt, c'est la différence avec les hommes, ont peut-être plus le sens pragmatique, ont un peu l'impression de perdre leur temps en politique, où c'est un lieu de parole qui peut être perçu comme du verbiage. Donc voilà, non, la responsabilité pour moi, elle vient des femmes. Si elles ne donnent pas des coups de pied aux fesses des hommes, les hommes ne vont pas leur laisser leur place. Ça, c'est une certitude. Alors là, on parle vraiment du sommet de l'État, l'Assemblée nationale, mais même localement, au Conseil général, on en parlait tout à l'heure, des Yvelines, il y a très peu de femmes. Elles ont peur, vous pensez, même localement, de s'investir ? Souvent, le Conseil général, si vous voulez, les conseillers généraux sont issus d'élus locaux, de municipaux. Et donc, naturellement, en tant que les mairies sont plutôt tenues par des hommes, les candidats aux élections Conseil général sont plutôt des femmes. Mais ça va changer, là, puisqu'avec la réforme, vous savez, une grande réforme territoriale, et donc maintenant, on va être 2 par canton, qui n'ont plus les mêmes contours, du reste, et il faudra un homme et une femme. Donc là, ça va être obligatoire qu'il y ait à parité. Et ça va dans le bon sens pour vous, ça ? Oui, on verra. De faire des lois pour Moi, vous savez, avec l'expérience que j'ai et le recul que j'ai de la vie politique française, je pense que 2 sur un même territoire, ça marchera bien au début, mais je ne sais pas si ça durera les 6 années. Et je pense qu'on va au-devant de tensions importantes. Alors, il y a des femmes activistes qui se battent plus ou moins légalement pour défendre les droits des femmes. Et parmi elles, il y a les Femmes. Les Femmes avec qui vous avez eu un problème récemment à Bruxelles lors d'une réunion publique. 4 femmes au sein nu vous ont enlacé pendant que vous étiez à la tribune. Est-ce que vous dénoncez ce type de mouvement ou vous saluez leur combat ? Elles n'étaient pas 4, elles étaient 10. À 10. Et il y avait 10 hommes qui ont été entartés l'évêque. Léonard et le père Butet. Et moi, j'étais pas à Bruxelles et sur la vidéo, j'ai vu 4 femmes, c'est pour ça. Je vous crois. Non, mais il y en avait 10. Bon, si vous voulez, moi, je les plains, ces pauvres filles.
franchement, je les plains. Je les ai vus arriver. Vous savez, leur seul motif, c'est de montrer leurs seins. Alors, c'est quand même assez ancien, là, les seins nus sur la plage, c'est pas très nouveau, et moi, ça ne m'affole pas. Et leur seul slogan, c'était cacaboutin, 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 glou, 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 glou. Alors, franchement, je vais vous dire, au niveau intellectuel, franchement, je trouve ça même plutôt triste. Et donc, vous voyez, moi qui suis catholique et qui est une foi très grande dans la prière, j'ai plutôt prié pour elles. Elles m'ont enlacée, je les ai enlacées et je les ai embrassées. Parce que ce sont des pauvres filles. Mais qui sont instrumentalisées du reste. Mais ce qui me semble le plus important sur le plan politique et même spirituel, c'est qu'en réalité, ces femmes, vous les avez appelées femmes, mais elles ont changé leur nom. Elles s'appellent les Lilith. Et j'encourage vos auditeurs à regarder sur Google ce que veut dire Lilith, L-I-L-I-T-H. Eh bien, c'est le représentant du diable. Voilà. Donc, c'est très clair. Leur choix est tout à fait clair. Et quand elles sont venues s'agripper à moi, ce n'est pas pour rien. Elles sont venues en tant que Lilith. Regardez bien sur Google. Vous aurez de belles surprises. Un autre débat maintenant qui concerne les femmes et qui fait polémique. Le gouvernement souhaite pénaliser les clients qui ont recours à des prostituées. Un projet de loi doit être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Il prévoit notamment des amendes de 1 500 € et des stages de prise de conscience. Ce projet de loi prévoit également d'abroger le racolage passif. Vous en pensez quoi de ce projet de loi ? J'ai beaucoup réfléchi à ce problème de la prostitution puisque je suis très attachée dans tout mon combat depuis 30 ans et il est tourné autour de la dignité de la personne humaine. Il est bien évident que la question de la prostitution pose la question de la dignité. Pendant une période, j'ai été favorable à cette proposition. Ouais. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi, travaillé avec les associations qui suivent justement les prostituées. Et je me situe dans le mouvement qui, du reste, avant l'élection de M. Hollande, était partagé par l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale, qui est l'abolition de la prostitution. Vous pensez que c'est sérieux, ça ? On peut abolir le plus vieux métier du monde ? Absolument. Ça paraît complètement aussi. J'ai eu la même réaction que vous quand j'ai vu la première fois les associations me parler de l'abolition. Je me suis dit, ce sont deux doux rêveurs. Parce que finalement... Ils ont essayé en Suède, notamment, c'est pas un succès complet. Mais l'abolition de la prostitution, c'est en fait l'accusation des consommateurs. Et c'est surtout la traque, au-delà des consommateurs, des proxénètes. Voilà, c'est ça. Proxénètes. Et c'est ça ce qu'il faut cibler, si vous voulez. Donc ce projet de loi ne fait pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, si vous voulez, j'ai évolué. Je vous ai dit, ça demande beaucoup de réflexion, cette histoire de la prostitution. Parce qu'avec les meilleurs sentiments du monde, on peut se planter complètement. Donc, je persiste et je signe. Et je suis sur la longueur de l'association qui s'appelle l'ONU, qui est favorable à l'abolition et qui, en fait, cible les proxénètes. Alors, vous étiez favorable aux maisons closes il y a quelques années, puis vous êtes ravisé. Pourquoi ? Oui, parce que justement, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. On s'imagine qu'on a tous des idées. La prostitution est quelque chose qui me choque profondément, naturellement. Mais quand on regarde vraiment sous le regard de la dignité de la personne humaine, eh bien, la maison close, l'avantage de l'ouverture de la maison close, c'est que ça permet aux femmes d'être suivies sur le plan sanitaire et de ne pas être laissées sans surveillance médicale en particulier. Mais ça ne règle pas le problème des proxénètes, pas du tout. Et c'est les proxénètes qui sont les principaux responsables dans cette affaire. Enfin, Christine Boutin, on va parler de votre avenir. Vous serez, on l'a déjà dit, candidate aux Européennes de 2014. Vous avez lancé votre mouvement, La France, l'Europe et la vie, en juillet dernier. Et c'est sous le label Force Vie que vous vous êtes présentée. Pourquoi un tel cafouillage autour du nom du mouvement ? Non, parce que, si vous voulez, quand on a lancé notre conférence de presse juste avant le mois de juillet, on était tout à fait au début de notre réflexion. Depuis, on a eu le temps de réfléchir. C'était un peu trop long. Il faut avoir une nomination qui soit rapide et vite entendue. Donc, Force Vie. C'est une question marketing, du coup, un petit peu ? Non, vous savez bien, vous êtes un homme de communication, c'est important de faire passer un message. Donc, Force Vie. Alors, c'est la vie sous tous ses angles. Bien sûr, c'est le début de la vie et la fin de la vie. Mais c'est aussi la vie de l'agriculteur, la vie du journaliste, la vie du chef d'entreprise. C'est l'avenir de l'Europe, l'identité de l'Europe et l'identité. Alors nous sommes favorables à la construction européenne, mais pas celle d'aujourd'hui. Pourtant, vous avez voté contre tous les grands traités. Mais bien sûr. C'est paradoxal. Non, c'est pas du tout paradoxal. Essayez de réfléchir un tout petit peu. Moi, je suis très européenne, mais tous les traités qu'on nous a proposés, effectivement, j'ai voté contre et je le revendique. Et on nous a mis dans. Ils ont tous été mauvais, selon vous. Absolument. Ils sont tous mauvais. Du reste, on voit ce qu'a donné l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe d'aujourd'hui, elle est le résultat de ces traités. Donc, il faut absolument revoir. Il faut construire l'Europe.
À 50, on va être 65 millions de Français. Ouais. En 2050, il y aura 9 milliards de personnes sur la planète. Comment voulez-vous que seuls 60 millions puissent tenir devant 9 milliards? C'est une question mais vraiment basique. C'est une ineptie que de vouloir se refermer sur soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revendiquer son identité et affirmer l'identité, en particulier chrétienne, de l'Europe. Qu'est-ce qui vous change justement aujourd'hui dans l'Europe d'aujourd'hui? Réinstaller justement son histoire, son avenir, de plus de solidarité, plus de fraternité. Quand on voit les problèmes de Lampedusa, par exemple, d'immigration, il va bien falloir les régler. Et ces problèmes-là, il faut les régler au plan européen. Quand j'étais ministre du Logement, je suis intervenue à Bruxelles pour les Roms déjà. Et qu'est-ce que je me suis aperçue tout en étant ministre du Logement, venant plaider pour la France d'un travail collectif entre les pays européens pour régler ce problème des Roms, je me suis fait jeter. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique qui soit véritablement affirmée au plan européen, parce qu'il y a certains sujets que dans le cadre de la globalisation, la France seule ne pourra pas régler. L'immigration est un de ces exemples, et personne ne veut en parler. Il faut traiter ce problème au plan européen. Il y en a d'autres, la défense en particulier. Et l'un de vos combats aussi, c'est la déchristianisation, j'essaye d'articuler pour bien le dire, totale de notre pays et de l'Europe. Vous appelez d'ailleurs les Français à entrer en résistance contre François Hollande et à se lever. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que, mais ça c'est dans la cohérence de son idéologie qui a été de nous imposer ce mariage pour tous qui est déshumanisant. Ce texte, au-delà des valeurs spirituelles que je peux porter, la loi du mariage pour tous, c'est quelque chose qui est contre le réel, contre la vérité de l'homme. Et moi, je pense qu'on va vers la barbarie. C'est pas compliqué. Tout le monde est très surpris de voir la violence qui se développe. Alors on met des rustines, un peu de subventions, un peu de formation, etc., etc. Mais ça ne répond pas au problème de fond. Parce que le problème de fond aujourd'hui, c'est pour chaque Français de se dire mais quel est le sens de ma vie? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a perdu complètement le sens des choses. Donc il faut retrouver le sens des choses et le sens de l'homme, de l'humanité. Tout doit être ordonné autour de l'homme. Aujourd'hui, l'homme est une variable d'ajustement sur le plan économique, vous le savez bien, en particulier. Merci Christine Boutin. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Christine Boutin, merci une nouvelle fois d'avoir été notre invitée. Bonne soirée à vous. Vous pouvez podcaster cette émission, la vidéo et l'audio sur notre site radiosensation.fr. Bonne fin de week-end sur Sensation Yvelines.